bonjour à toutes et à tous. On est très heureux de vous retrouver en vrai, en live, pour cette rentrée universitaire. Merci d'être présentes, ceux aussi qui sont sur la chaîne YouTube de l'IRS. C'est une invitation dont on a l'habitude maintenant, c'est l'IRS, l'Institut de recherche sociologique, qui s'associe avec le département de sociologie pour lancer notre année académique, sous les auspices d'un auteur ou d'une autrice qui vient de publier un livre. Et c'est le cas de Céline Lafontaine, qu'on remercie d'avoir traversé l'océan pour nous rejoindre. Et puis tu disais que c'était ton premier voyage. Je pense qu'on est tous un peu là. C'est un peu probablement bientôt nos premiers voyages, au moins transatlantiques. Alors j'ai très, beaucoup d'intérêt, c'est spécial d'inviter Céline. En tout cas moi, je suis ses livres depuis le tout début. Donc Céline, elle est professeure de sociologie à l'Université de Montréal. C'est quelqu'un de très passionné, très engagé, très intéressante sur ces objets très complexes du vivant, grande spécialiste des biotech. Et donc l'entendre, c'est toujours un plaisir. Là, j'ai eu même un plaisir supplémentaire, c'est qu'on a pu discuter hier ensemble. C'est son 4e livre, Au Seuil, qu'elle vient de publier au mois de mars 2021, qui est là. Le premier livre s'appelait L'Empire cybernétique. C'était issu de ta thèse, je pense, en 2004. Le deuxième, en 2008, La société post-mortelle. Les nanotechnologies et sociétés, c'est plutôt un livre d'entretien de chercheurs. Le corps marché, en 2014. Et puis, voilà, en 2021, Bio-objets, les nouvelles frontières du vivant. Voilà, tu le sais, un de mes chapitres préférés est le chapitre 4 sur cette enquête menée près de Bordeaux, à Pessac, où on fait aussi autre chose que des bio-impressions de tissus. Voilà, donc c'est tout un monde tu parles de chimères, tu parles d'embryons, tu parles de cellules souches, les fameuses cellules iPS, très potentes, si j'ai bien compris. Voilà, donc je te laisse en des mains qui peut-être découvriront avec toi toute cette richesse du vivant. Merci. Merci. D'abord, merci Mathilde pour cette invitation. Merci à Blaise pour l'organisation. Écoutez, je suis enchantée d'être parmi vous. Ça me fait même un peu étrange puisque, c'est la première conférence post-pandémique, donc on est un peu projeté dans un nouveau monde, justement où les bio-objets prennent de plus en plus de place et où justement un simple virus nous a projetés dans un monde, en tout cas profondément changé, ou du moins où on prend conscience justement de la question du vivant qui était déjà présente et qui était au cœur de ce livre. Donc, je l'ai terminé pendant la pandémie, mais toute cette question du vivant, elle est là depuis longtemps dans mes réflexions et je pense que ça va devenir un enjeu crucial. C'est-à-dire, c'est déjà un enjeu crucial. Et juste avant de parler justement cette question, parce que j'ai voulu faire une présentation un peu transversale de la démarche, et donc j'ai essayé de ne pas trop vous bombarder ce soir, là, mais d'une façon justement transversale, de la démarche qui est derrière mon livre, c'est-à-dire la question des bio-objets, de la bio-objectivation, puis la conférence intitulée « Pour une sociologie des biotechnologies », mais c'est pour montrer à quel point cette question du vivant, à mon sens, doit être reprise par la sociologie et même élargie et confronte aussi la sociologie par la nature même de l'objet et de ces objets qui sont constitutifs. C'est un peu ce que j'ai essayé de démontrer dans le premier chapitre de ce livre, constitutif de ce que je nomme la civilisation in vitro, puisque à l'heure où je vous parle, il y a plus de 7 millions d'enfants qui sont nés de la fécondation in vitro dans le monde. Notre mode d'alimentation repose essentiellement sur le in vitro avec l'agriculture industrielle, évidemment avec les plantes, le biomédical. À l'heure où on se parle, on est en train de produire sans fin. Donc, et c'est l'infrastructure invisible d'un monde. Et je l'ai pensé aussi face aux enjeux matériels profonds qui sont liés au changement climatique et donc
à quel point cette représentation du vivant, on n'est plus dans l'ordre de la représentation, ce rapport au vivant, qui est le fondement de notre société, bien, il reste en grande partie invisible et complètement, une grande partie des sciences sociales ne s'y intéresse soit que du côté du discours, mais de comprendre justement toute la question de la matérialité du vivant, c'est vraiment au cœur de cette démarche. Donc, comme il est de plus en plus de bon ton, et je pense que c'est quand même un acquis des enjeux épistémologiques, des débats épistémologiques contemporains, d'où on parle, de dire d'où on parle. Alors moi, comme Mathilde l'a mentionné, je suis sociologue des sciences et des techniques. Mon dernier ouvrage portait sur le corps marché, justement sur la bioéconomie, donc les enjeux de financiarisation du vivant, et notamment à travers la notion d'économie de la promesse, puisque l'innovation biomédicale, je ne referai pas le livre, donc je le résume. Donc, les enjeux qui étaient derrière, c'était vraiment la financiarisation de l'économie et ses enjeux dans le développement des biotechnologies, notamment l'industrie biomédicale, avec l'industrie pharmaceutique, la recherche sur les cellules souches. Mais ce qui m'intéressait, c'était de voir justement toute la logique de promesse qui est lié au développement, aux innovations, qui est le cœur même de l'organisation maintenant de la recherche dans le domaine biomédical, et qui est l'économie de la promesse. Évidemment, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un des concepts majeurs en sociologie des sciences sur ces enjeux. Et donc, c'est à partir de ce questionnement sur la financiarisation et surtout sur l'économie, la bioéconomie du corps humain, parce que, évidemment, les questions que je traite touchent aux vivants dans l'ensemble, mais moi, mes travaux se spécialisent sur ce qui touche les biotechnologies humaines. Donc, c'est encore plus large que ce que j'essaie de démontrer, mais je travaille vraiment sur tout ce qui est le biomédical. Donc, c'est à partir de cette réflexion sur la marchandisation du corps humain, sur le fait que de plus en plus, les processus biologiques, notamment à travers la médecine régénératrice et la médecine personnalisée, donc les cellules souches embryonnaires, je vais y revenir, à toute cette question de la mise en marché du corps à travers une déconstruction biomédicale, qui était le cœur de ma réflexion et qui m'ont amené justement à m'intéresser de façon beaucoup plus particulière à la question de la matérialité. Donc, plus juste aux enjeux économiques, sociaux, d'inégalité, mais vraiment sur la matérialité même. Qu'est-ce que c'est un bio-objet? C'est un truc qui me fascine de façon... parce que finalement, c'est partout. Hein, puis pour moi, le symbole de notre civilisation, c'est pas tellement l'intelligence artificielle, quoique les deux sont liés, mais c'est vraiment l'embryon in vitro. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est un embryon in vitro? Qu'est-ce que c'est? C'est du vivant complètement objectivé, hein, industrialisé, je vais y revenir. Et donc, c'est ce statut sur lequel on ne réfléchit jamais dans sa matérialité. On produit du discours, on produit du droit, on a produit des êtres humains, on a produit des... Mais qu'est-ce que c'est que ces objets? Quelle est la particularité de ces objets vivants? C'est le cœur de ma réflexion. Évidemment, le concept de bio-objet, c'est pas moi qui l'a... c'est un concept que j'emprunte à Andrew Webster, c'est un concept qui vient des Science Studies, mais que j'ai repris et que j'ai essayé justement d'analyser de façon transversale. La première réflexion qui a nourri sur cette question de la matérialité, c'est l'espèce de contradiction extrême entre les discours sur la perte de la biodiversité, toute l'inquiétude autour de la perte de la biodiversité. D'ailleurs, il y aurait toute une réflexion à faire sur le terme même de biodiversité et, paradoxalement, la création constante de nouvelles formes de vitalité dans les laboratoires, notamment avec CRISPR, la biologie de synthèse, les modifications qu'on peut faire au niveau embryonnaire. On parlait de chimère tout à l'heure, on vient de faire un premier chimère macaque humain. Donc, à la fois, il y a une espèce de prise de conscience de l'importance de la biodiversité dans les conditions même de vie sur Terre, et de l'autre côté, on produit quotidiennement des nouvelles formes de vitalité, puis on ne voit pas... Et cette nouvelle forme de vitalité, elle est complètement invisibilisée et inscrite dans des innovations, mais on ne voit pas justement la matérialité derrière.
Donc ça, c'est la première réflexion qui a nourri mon travail. Donc, et de cette prolifération. Parce que ce qui m'a intéressée, j'ai pris une posture qui n'était pas du tout celle que j'ai pris, par exemple, dans le corps marché, qui était plus une posture critique, socio-historique, sociologique, critique, je dirais plus classique. Hein? Puis sinon, moi, j'ai fait de l'épistémologie des sciences dans ma thèse. Donc, là, j'ai pris une posture vraiment volontairement objectivante. Ce qui m'a intéressée, non, je connais les discours épistémologiques sur, c'est-à-dire sur la factualité. Ce qui m'intéressait, c'est les objets en tant que tels, leur matérialité. Et donc, j'ai volontairement tenté de regarder ces objets-là le plus froidement possible, puisqu'il s'agit des objets, et pour la plupart, là, on est dans l'humain, hautement symbolisés, hautement affectifs. Dans le deuxième chapitre, c'est surtout tout ce qui touche les objets reproductifs, les bio-objets reproductifs, ils sont hautement affectifs. Ce que j'ai voulu faire, c'est non pas nier cette épaisseur affective symbolique qui est au cœur des mouvements sociaux modernes, des redéfinitions des genres et tout ça, mais plutôt d'essayer de regarder concrètement ce que l'on fait. Donc, ce qui me guidait de façon un peu j'espère que ça ne semblera pas prétentieux, mais c'est vraiment la même posture qu'Hannah Arendt avait prise dans la condition d'un moderne, c'est-à-dire, regardez ce qu'on fait. Comment on les traite, ces objets-là, en essayant non pas de les séparer, mais de mettre pour un moment de côté les dimensions affectives. Je ne les mets pas de côté ce qu'on fait. Parce que dans les discours sur l'économie de la promesse et les biotechnologies médicales, c'est qu'on dit... ce qu'on dit, c'est jamais ce qu'on fait. Hein? On ne dit jamais ce qu'on fait puisqu'on est dans l'ordre du symbolique, de l'affectif et qu'on ne veut pas voir la logique derrière qui est celle de l'industrialisation du vivant. Donc, un enjeu qui était derrière la réflexion, et c'est un travail, évidemment, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'essayer de mettre en forme une problématique, mais derrière, dans le livre, ça demande des études empiriques, ça demande toutes sortes de travaux. C'est un peu comme un programme de recherche, le livre. Hein. C'est comme ça que je l'ai pensé. Puis aussi, il y a quelque chose qui me dérangeait, c'est que dans les Science Studies, le domaine auquel je me rattache, bien, on les prend toujours de façon très, très, très... On va s'intéresser à tel bio-objet, tel bio-objet, tel bio-objet, mais on ne les voit jamais de façon transversale, ce qui ne nous permet pas de comprendre à quel point, justement, il s'agit d'une civilisation. C'est un rapport généralisé au vivant, qui est évidemment un rapport industrialisé, et donc finalement qui est à peu près le même que tous les produits industriels qu'on produit, que ce soit des chaussures, que ce soit des vêtements. Donc, c'est ça que j'ai essayé de saisir, puis qu'est-ce que ça signifie finalement. Donc, il y a aussi de façon, et ça, je pense que c'est le point le plus important, c'est qu'il s'agit d'un phénomène socialement invisibilisé. Socialement invisibilisé. Donc, probablement que la plupart d'entre vous, on a des bio-objets quelque part parce que, bon, on a soit des cultures dès qu'on est en milieu hospitalier, si on est... il y a de plus en plus de biobanques. Peut-être vous avez participé à une biobanque. Donc, tout ça, c'est de la matière biologique qui est congelée. J'y reviendrai tout à l'heure. Évidemment, tout ce qui est de l'ordre de l'in vitro qui prend de plus en plus de place. Et donc, c'est invisibilisé parce que la plupart des gens ne comprennent pas comment ils sont standardisés, ces objets, comment ils sont conservés, comment ils sont prélevés. Ici, je vais beaucoup parler des ovocytes parce que c'est l'étalon rare de la bioéconomie et qu'on a beaucoup... dans les nouveaux bio-objets, ils sont induits par la médecine régénératrice et par la médecine de reproduction. Donc, c'est vraiment très, très important. Et c'est très invisibilisé parce que les gens vont militer, par exemple, pour l'accès à ces technologies-là, sans vraiment comprendre même d'où ils viennent, comment on les produit, comment on les extrait, comment on les traite. Et donc, c'est vraiment un enjeu où, finalement, on a une vision du corps qui est complètement désincarnée, pris dans des discours idéologiques, hein, des représentations différentes, mais où la dimension matérielle, elle est complètement effacée. C'est justement cette espèce de neutralité du laboratoire, ces boîtes de pétri, mais qu'est-ce que c'est? Hein? Puis c'est des masses et des masses de matière. Donc,
au niveau plus épistémologique, là, ici, on pourra en discuter après parce que je m'adresse à des étudiants en sciences sociales. Donc, normalement, quand je parle à des étudiants d'autres qui sont en biologie, par exemple, je n'aborderai pas cette question-là, mais ici, elle est fondamentale. Donc, il y a vraiment la question des nouveaux courants en sciences sociales. Hein, donc, c'est-à-dire et qui est à la fois, qui ont soulevé justement, par exemple, à travers Latour et le nouveau matérialisme, toute la question de l'agentivité des artefacts. Je parlais d'artefacts hier avec le professeur André Petita. La question aussi de justement cette espèce d'ouverture sur le non-humain. Ça, c'est la grande mode, vous savez, le non-humain, qui nous a permis justement de s'intéresser à toute une dimension de la réalité qui était pas du tout prise en compte dans les sciences sociales, ou en tout cas, en anthropologie, on a toujours tenu compte des non-humains. Il ne faut pas non plus réécrire l'histoire des sciences sociales, mais à partir de Latour, où ces objets techniques sont devenus, à travers l'idée d'agentivité, des éléments centraux des analyses, surtout dans les nouveaux courants. À mon sens, la notion d'un humain est extrêmement problématique. Problématique d'un point de vue épistémologique, puisqu'elle repose sur une indifférenciation fondamentale entre vivant, non-vivant, objet technique, objet traditionnel, et qui finalement, dans ce découpage humain-non-humain, on reproduit le dualisme qu'on essaie de couper. Finalement, la pensée latourienne, elle est plus moderne que moderne, puisqu'elle reproduit ce découpage-là sans tenir compte des degrés de réalité différents et en niant, bon, ce qui m'intéresse, la spécificité du vivant. Et donc, on a chez ces penseurs-là tout un courant qui se sont intéressés aux non-humains et qui, tout à coup, se sont mis à s'intéresser à Gaïa, à l'Anthropocène et tout ça. Mais entre les deux, on a laissé tomber cette question trop difficile, extrêmement casse-cou, dans laquelle je suis en train de tomber, là. C'est-à-dire d'essayer de régler, justement, ces objets techniques, ils n'ont pas tous le même statut. Et justement, les bio-objets nous ramènent à quel est le rapport que la technique moderne nous a amené face au vivant, quel rapport s'induit, quelle transformation fondamentale, et si on ne règle pas épistémologiquement cette question, en repensant, par exemple, les fondements matériels de notre société, le rapport, on n'arrivera pas à le penser, l'Anthropocène, parce qu'on fait un saut, est-ce que vous me suivez, là? On fait un saut épistémologique, mais il faut se mettre il faut essayer de comprendre ce qu'on a fait. Et donc, ça, c'est un peu le problème, je vous dirais, des grands mouvements contemporains, nouveau matérialisme, Latour, c'est de ne pas avoir réussi ou voulu se lancer justement dans cette tentative de repenser le vivant à l'intérieur des sciences sociales et de sortir de l'indifférenciation humain-non-humain. Parce que c'est quand même particulier que certains mouvements qui se réclament du non-binaire nous reviennent avec humain-non-humain. Il y a quelque chose là, franchement. La pensée, parfois, elle est un peu... bon. Et donc, voilà, donc évidemment, qui amène une indifférenciation vivant-machine. Dans la notion d'un humain, non seulement il y a, vous savez, dans le non-humain, il y a toutes les espèces animales, toute la biodiversité, plus les objets techniques, plus l'ordinateur, plus tout. Donc, il y a une espèce d'indifférenciation ontologique. Alors que moi, ce que j'essaie de développer, c'est un matérialisme radical et qui repose justement sur un monisme, c'est-à-dire, bon, tout est matière, mais sur une différenciation, une tentative de prendre en compte toutes les couches différentes du réel. Et donc, les bio-objets font partie des objets techniques produits d'un rapport au vivant induit par la culture occidentale et par l'industrialisation. Donc, c'est vraiment... C'est-à-dire qu'il y a une complexité, puis aussi un travail de catégorisation, de différenciation qui est vraiment important à faire si on veut avoir des outils pour penser l'Anthropocène, pour penser les rapports au monde, pour penser les rapports sociaux de façon réellement différente. Donc là, c'est vraiment tout un programme que je suis en train de vous dire. Donc, évidemment, et ça m'a amené aussi à voir que un des enjeux, justement, de la culture occidentale, là, c'est gros, hein, je parle de la culture occidentale comme si je la maîtrisais, là, c'est pas, mais ce rapport au vivant qui, dès les origines, dès Descartes,
ramené à la machine. Vous savez, le corps est ramené à la machine et ce modèle machinique suit toute l'histoire de la biologie jusqu'à l'ingénierie cellulaire, jusqu'au génie génétique, et le modèle productiviste de l'industrialisation du vivant repose sur ce rapport à la machine. D'un côté, il y a le sujet, d'un côté, il y a l'objet, tout ce qui est de l'ordre de la matérialité est du côté de la machine, et donc le vivant. Bon, ça, vous le savez, c'est la critique qu'on fait avec la tour. Sauf que d'un côté, ce qu'on voit, c'est que les sciences sociales, en tout cas une partie de la tradition des sciences sociales, surtout contemporaines, qui se sont, à partir des années 60, tout le tournant linguistique, qui s'est intéressé au discours, hein, la construction sociale de la réalité à travers le discours, qui est intéressante et fondamentale en tant que telle, mais toute la question de la matérialité qui a été beaucoup mis de côté, au point où on a des modèles sur la question du vivant, par exemple, on est incapable de la saisir. Parce que si on nous dit, comme plusieurs, de plus en plus, moi je suis en Amérique, hein, donc au Québec, où on va me dire le corps c'est un pur construit social. Et tout ce qui se ramène de près ou de loin à la matérialité biologique, c'est du déterministe. Et donc, cette impossibilité de faire dialoguer les sciences sociales avec les sciences du vivant provient, finalement, ce que j'ai fini par réaliser, c'est que les sciences sociales ont une vision du 19e siècle, machinique du vivant, et donc déterministe, alors que le vivant, c'est pas ça du tout. Le vivant, c'est la dynamique, c'est l'histoire, c'est l'agentivité. Et donc, on a une vision en sciences sociales, quand on est dans le social-constructivisme, d'une espèce de subjectivisme radical qui revient à comment dire ça, qui remet toutes les dimensions du vivant et de la matérialité dans une espèce de déterminisme digne de la physique du 19e siècle. Donc, il y a quelque chose là, à mon sens, qui doit bouger. Hein, c'est-à-dire de comprendre justement, c'est ce que les mouvements comme la tour, le nouveau matérialisme tentent de faire, mais sans vraiment questionner justement le fait que tous ces degrés, c'est-à-dire que le corps, il y a une dimension biologique, hein, il y a une dimension, et qui est partie prenante du social, et la question, c'est pas de savoir qui détermine quoi, mais c'est de voir aussi la dynamique, la complexité, et parce que, bien évidemment, si on ne prend pas comme point de départ que d'abord, nous sommes des mammifères, peu importe, là, des mammifères parlants, des mammifères symbolisants et tout, bien, c'est impossible de penser les changements climatiques. Si on ne se pose pas nous-mêmes comme partie prenante du vivant, hein, comme, bien, et donc le social-constructivisme extrême qui vient qu'à nier ces dimensions qui sont fondamentales, donc matérialistes fondamentales, bien, en tout cas, nuisent à la compréhension de phénomènes comme ceux que j'essaie d'étudier. Vous pouvez me critiquer, vous pouvez intervenir. Donc, la question des bio-objets. Justement, c'est les bio-objets, ben, on est vraiment dans la matérialité. C'est pourquoi ils m'ont vraiment intéressée, parce que, évidemment, ce sont pas des non-humains. Donc, toutes ces catégories non-humains, parce que surtout les bio-objets qui m'intéressent dans mes travaux, ce sont des bio-objets d'origine humaine, donc des cellules humaines, des gamètes, des embryons d'origine humaine. Donc, ce n'est pas des non-humains, parce qu'ils ont la génétique humaine. C'est des morceaux, hein, de l'espèce humaine. Et donc, déjà, ça montre à quel point les catégorisations comme humains, non-humains sont faibles. Je le dis, sont intéressantes, ouvrent les ventes, mais il y a vraiment beaucoup de boulot à faire pour essayer de saisir ce rapport au vivant particulier, puis nous saisir, nous, en sciences sociales, qu'est-ce qu'on peut apporter pour réfléchir sur ces enjeux-là. Donc, les bio-objets, bien, évidemment, c'est l'invisible. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'ils sont invisibles, mais ils sont partout, hein. Donc, qu'est-ce qu'ils ont en commun, les bio-objets? Parce que finalement, si on les prend comme une catégorie analytique, comme je l'ai fait, comme je le dis, je l'emprunte, là, je l'emprunte à Andrew Webster et son équipe de recherche, bien, ce sont, hein, des cellules, qui ont en commun d'avoir été extraits de leur organisme d'origine, et donc qui peuvent être évidemment transposés dans un contexte de développement biotechnologique pour la recherche
de plus en plus pour la thérapeutique, donc que ce sont des objets qui sont créés et extraits d'un organisme. Puis la plupart, de toute façon, ils s'auto-reproduisent en laboratoire. Ils ne sont pas toujours extraits, puisque des fois, l'origine biologique, par exemple, sur les HeLa, les cellules les plus connues, celles d'Henrietta Lake, qui sont au cœur du développement de la recherche depuis le vaccin sur la poliomyélite, bien, la biomasse dépasse de loin même la grandeur de la salle ici. Donc, on est loin du corps organique de cette jeune femme qui est morte, hein, cette jeune Américaine qui est morte à 36 ans d'un cancer et dont les cellules ont été... Je ne sais pas si vous voyez à quoi je fais référence. Donc, évidemment, entre les bio-objets et l'organisme, des fois, il y a toute une temporalité complètement inversée. Donc, l'importance des bio-objets, c'est justement, ce sont vraiment des objets. Moi, c'est ce qui m'intéresse, ce sont des objets, mais ils ont conservé des caractéristiques fondamentales qui sont celles du vivant. Donc, ils peuvent se reproduire, se diviser, et donc, c'est vraiment, elles sont vivantes. Les bio-objets, les cellules sur lesquelles on travaille, elles sont vivantes, ces cellules. Les embryons, évidemment, ils peuvent, une fois qu'ils sont dégelés, peuvent devenir des êtres humains. Donc, c'est du vivant, mais c'est du vivant complètement objectivé. Qu'elles ont, par contre, des caractéristiques qui dépassent le vivant organique. Donc, c'est le fait qu'elles peuvent être congelées, hybridées, modifiées, échangées, stockées. Donc, c'est vraiment cette dimension industrielle aussi. Donc, le stockage, la congélation est vraiment fondamentale. J'y reviens dans une minute. Donc, ça, c'est des caractéristiques des bio-objets qui dépassent les capacités biologiques d'un organisme vivant. Et donc, ça, c'est vraiment aussi important parce qu'on a réussi à créer des objets vivants, donc certaines des caractéristiques dépassent la capacité des vivants. Donc, quand on parlait de la vie qu'on crée dans les laboratoires face à la biodiversité, on a là encore un écart très grand puisque cette vie en laboratoire a des capacités que la vie biologique, organique, n'a pas. Donc, évidemment, il y a une très grande malléabilité. C'est ce qui fait qu'on peut les modifier, c'est ce qui fait qu'on a créé des OGM, c'est ce qui fait qu'on a modifié génétiquement les cellules des embryons humains, par exemple, avec les enfants à 3 génomes, je vais y revenir plus tard, ou avec CRISPR. Donc, elles ont cette malléabilité-là. Évidemment, une valeur économique. Tous ces objets-là sont nés dans un contexte d'innovation biomédicale, dans des contextes économiques, à partir des années 80 surtout. Et donc, c'est vraiment, et de plus en plus, elles ont une valeur thérapeutique en médecine régénératrice. Donc, la valeur, elle est très grande de ces objets. Et donc, puis à la fois, et là, je n'aurai pas le temps d'en parler beaucoup parce que c'est quand même très important, je vais vous donner des exemples, mais ils sont à la fois des objets concrets, matériels, mais évidemment, comme toute production de la société, ils sont pris dans une logique symbolique, hein, signifiante, et aussi d'anticipation, puisqu'ils sont le cœur de l'économie de l'espoir. Donc, cette idée qu'à travers les innovations technoscientifiques, on va pouvoir enrayer la maladie, pouvoir contrôler justement la biologie humaine, pouvoir modifier, mettre au monde des enfants, se transformer soi-même. Donc, il y a vraiment toute une logique d'anticipation. Ils sont porteurs d'espoir vraiment fondamentaux. Donc, ici, j'ai pris des exemples parce que ça, c'est les cellules souches de sang de cordon, qui sont un exemple assez, encore là, qui ont un lien direct avec la reproduction et qui sont au cœur de toute une commercialisation actuellement. Mais que ce soit les cellules souches embryonnaires, que ce soit les cellules souches de sang de cordon, les cellules souches IPS, qui, elles, sont des cellules souches. Moi, ça me fascine parce qu'elles ont modifié génétiquement pour avoir le statut embryonnaire, donc de revenir à un stade pré-différencié. Donc là, il y a une transformation même dans la temporalité même de la vie, du biologique, ou que ce soit, peu importe les bio-objets, ils ont une identité qui est variable, qui n'est pas fixe. Donc, ce sont des objets qui ont une multitude de fonctions et d'identités sociales et qui sont liées à la posture des acteurs et à la promesse.
comme beaucoup d'objets en sciences sociales. Donc, l'idée, je vais vous donner l'exemple le plus clair, le plus simple, c'est justement, par exemple, l'embryon humain, qu'on soit, dépendamment de que ce soit un couple en attente d'un enfant, qui sont dans un désir d'enfant, que ce soit des chercheurs qui veulent développer des lignées de cellules souches embryonnaires pour faire de la recherche ou guérir des maladies, que ce soit des patients en espoir d'un traitement. Évidemment, c'est le même objet. D'un côté, il va faire l'espoir d'une vie humaine, l'espoir d'un traitement. Donc, le bioobjet, il est signifiant puisqu'il s'inscrit dans la plasticité même du vivant, dans toutes sortes de récits symboliques, et ils sont construits justement dans cette espèce de démultiplication des valeurs économiques, symboliques et sociales qui leur sont attachées et qui participent aussi à leur prolifération, au développement de plusieurs types de bioobjets, de plus en plus de bioobjets. Donc ça, c'est vraiment important. C'est qu'ils sont, ils sont instables. Biologiquement, c'est la même chose, mais il y a une espèce ils sont fluctuants. Ils ont une identité fluctuante. Donc, c'est vraiment la question de la valeur. Il y a toujours une valeur économique qui n'est pas la même. Là aussi, la caractéristique principale de tous ces bioobjets, c'est qu'ils sont produits. Ce sont des produits industrialisés. Tous les bioobjets, puisque ce sont des méthodes d'extraction, de mise en culture. Donc là, dans le livre, j'en parle un peu, mais les mises en culture, c'est des logiques de standardisation, parce que déjà, on n'est pas dans du naturel, hein? Donc ces cellules, et tout ce qu'on va utiliser comme des différentes mises en culture, là, c'est standardisé, chaque type cellulaire a toutes ces différences. Donc, on est dans la très grande complexité. Quand on fait du terrain, par exemple, on ne traite pas les cellules souches embryonnaires de la même façon que d'autres types cellulaires et tout ça. Donc là, mais ici, je n'entrerai pas dans les détails pour entrer dans la logique, mais il faut comprendre qu'il y a un processus d'industrialisation et de normalisation. Pourquoi on va choisir tel milieu de culture? Évidemment, souvent, c'est parce que ça permet de maintenir plus... Mais aussi, des fois, ce sont des logiques économiques, ce sont des logiques techniques qui entrent dans les processus de standardisation de ces objets-là. C'est vraiment important. Et donc, il y a tout un travail scientifique, technologique qui est complètement invisibilisé socialement. Les normes de production des bioobjets, les gens ils ne se rendent pas compte que ces objets-là, justement, sont produits. Et quand on s'y intéresse, on entre dans les grands protocoles complexes, organisationnels. Puis on voit aussi à quel point, dans la logique de globalisation, donc d'un pays à l'autre, il y a des harmonisations qui se font, il y a des enjeux, bref... Donc, ils sont tous le produit, justement, d'une standardisation, la dimension standardisation, sinon il n'y aurait pas de bioéconomie possible, hein, de passage des embryons où on les importe, on les échange d'un pays à l'autre. C'est parce que, comme tout produit industriel, c'est ce que j'essaie de vous dire, comme on standardise les produits pharmaceutiques, on standardise les produits biologiques, comme on a standardisé les produits alimentaires, puis, de façon un peu plus provocante, comme on standardise la production manufacturière de tout produit de consommation. Donc, ça, c'est vraiment important. Puis là, ici, j'ai pris encore là les cellules souches de sang de cordon parce que c'est toute l'espèce évidemment, on les extrait parce que, vous savez, les cellules souches de sang de cordon sont utilisées depuis les années 80 pour le traitement de la leucémie chez les enfants. Mais ils sont devenus aussi un des étalons de la bioéconomie où on a commencé à offrir aux couples, aux femmes, la congélation du sang de cordon avec l'idée d'une assurance vie familiale, d'une assurance... Bon, tout ça, c'est du privé. Je sais que vous le faites en Suisse, mais de plus en plus, c'était interdit en France. On est en train de le faire. Scientifiquement, il n'y a aucune valeur accordée à cette congélation-là. On est vraiment dans l'économie de l'espoir parce que si vous avez besoin de cellules, il y a des bonnes chances que si vous avez un problème, ce ne sera pas les cellules autologues, ça va être des cellules allogènes, c'est-à-dire des cellules qui proviennent de d'autres patients qui n'ont pas les mêmes caractéristiques génétiques. Donc, normalement, ça devrait, là c'est normatif ce que je vous dis, mais être traité comme le sang. Hein, comme le sang, c'est-à-dire... un produit rendu public, congelé et avec, surtout de façon allogène, c'est-à-dire qu'on va chercher des types dont on a besoin, qui n'est pas nécessairement... Autologue, c'est vraiment nos propres cellules qu'on congèle pour nous-mêmes dans une... Bref, ça,
en soi, il y a beaucoup de travaux sur les cellules souches, mais tout ça pour comprendre que, bon, comment on les produit. Il y a eu juste cette étape-là, suppose... Vous savez, à Sainte-Justine, à Montréal, quand j'ai sorti le livre sur le bio-objet, ils ont arrêté de le permettre parce qu'il y a une logique de privatisation à l'intérieur du public, mais aussi parce qu'il y a des enjeux quand même pour la santé de l'enfant, pour la santé des femmes, parce que quand on veut garder le plus de sang possible, bien, il y a des étapes dans la naissance qui sont faites de façon un peu plus raccourcie. Il y a toute cette dimension-là qui, au lieu de porter attention à la naissance, là, il y a toute une logique de récolte rapide du sang, donc qui pose quand même des questions éthiques. Là, je suis dans l'éthique médicale, mais c'est juste pour vous dire que chaque bio-objet suppose un rapport au corps et suppose des enjeux qui sont toujours invisibles socialement, sauf si on s'y intéresse de façon très pointue, quand on est éthicien, par exemple. Donc, ici, bon, évidemment, il y a une standardisation, il y a une analyse, il y a une classification. Et, ça, c'est important, congélation. Donc, ces cellules sont congelées. Ensuite, elles sont stockées, puis transportées. Hein, bon. Et donc, ça, c'est là, j'ai pris l'exemple du sang de cordon, mais c'est vrai pour tout. Donc, c'est tout ce processus invisibilisé socialement, mais chacune des étapes, sur chacun des bio-objets, nous révèle des enjeux sociaux importants. Donc, comme je le disais, un des éléments centraux de la question des bio-objets, c'est justement le fait, là où ça diffère de la vie organique, c'est la congélation. Et donc, cette dimension-là, je vous le dis tout de suite, moi, je l'ai vu comme, justement, les biotech et tout ce rapport au vivant induit comme la face cachée de l'Anthropocène. Parce qu'on parle souvent, dans les réchauffements climatiques, on ne tient pas compte, justement, de l'importance des procédés de congélation et la dépense énergétique énorme que ça induit. Et évidemment, là, ici, on parle souvent de congélation si on est dans les embryons et dans les cellules, sur des dizaines et des dizaines d'années, des immenses... La première chose qu'il y a dans un labo là, de biotech, bien, dans un simple laboratoire de biologie, c'est un frigo ou un congélateur parce que cette vie-là, justement, du fait qu'elle est vivante, bien, elle doit être maintenue ou suspendue pour... Et donc, ça, c'est vraiment une dimension vraiment importante parce que non seulement au niveau matériel, mais là, au niveau symbolique, c'est encore plus fort parce qu'on congèle, par exemple, des cellules comme les cellules souches de sang de cordon pour préserver des maladies du vieillissement. Donc, il y a toute une inversion, une temporelle du rapport au vivant qui est induite par ces processus de congélation. L'idée qu'on peut congeler le vivant, le décongeler, le recongeler, c'est évidemment quelque chose de complètement différent avec, bien, essayez de vous mettre dans un frigo, vous allez pas en sortir. Donc, vous voyez, c'est complètement différent de la vie organique, mais ça induit un rapport au corps, un rapport au vivant, un rapport à la temporalité complètement transformé. Et on a, à mon sens, insuffisamment compris quels sont les enjeux. On voit les enjeux symboliques beaucoup dans les technologies de reproduction, mais les dimensions matérielles, puis l'ampleur de ce que ça suppose, cette déréalisation du rapport à la vie organique induite par ces techniques de cryopréservation qui sont partout. Hein? Chaque bio-objet suppose un entreposage. Puis, évidemment, et donc, là aussi, j'ai repris les travaux où le terme de cryopolitique, et évidemment, il y a la référence à Foucault, elle est assez évidente. Hein, la cryopolitique, c'est justement toute cette politique de congélation, de conservation, de standardisation. Vous savez, par exemple, quand il y a eu ça a l'air tout à fait anodin, mais c'est présent partout. Dès qu'il y a eu la pandémie en France, on a changé les règles de cryopréservation pour les ovocytes et pourquoi? Parce que, bien évidemment, il n'y avait pas de fécondation in vitro permise pendant cette période-là, parce qu'il y a eu la pandémie et tout ça. Donc, on a permis de congeler un petit peu plus longtemps les ovocytes, surtout ceux qui étaient en fin de parcours. Là, Donc, vous voyez à quel point tout de suite, ça induit des choses très, très concrètes pour les gens qui sont liées à des politiques de préservation. Et à quel point chacune de ces transformations-là a des effets importants. Donc, les procédés de congélation, je n'ai pas besoin de vous... Bien, peut-être, je vous le rappelle, parce que ce n'est pas des choses auxquelles on pense à tous les jours, mais sans la congélation et la réfrigération, il n'y a pas l'industrie et l'élevage industriel.
C'est la condition de possibilité de l'élevage industriel, comme c'est devenu la condition de possibilité de la bioéconomie généralisée des biotechnologies. Donc, c'est un élément central et qui, comme je le dis, induit des rapports aux vivants importants auxquels on n'a jamais porté d'attention. Et tout ce qui touche les technologies de reproduction, bien évidemment, la dimension de congélation, elle est vraiment importante pour la marchandisation aussi, parce qu'on doit conserver, pouvoir les échanger, tout ça. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, le renversement de la temporalité organique, à mon sens, dans tout ce qui se passe actuellement, le plus clair, c'est avec les IPS, parce que non seulement on congèle et on décongèle, donc on transforme la temporalité, le rapport à la temporalité, mais les IPS, c'est qu'on prend des cellules souches somatiques et on les ramène à une étape embryonnaire. Donc, on enlève la temporalité liée à la différenciation biologique. Donc, vous voyez, là, c'est quelque chose d'assez à la fois fascinant, à la fois... Puis, avec un IPS, on peut créer un être humain, éventuellement, hein, puisqu'ils sont à l'échelle de typotome. Et donc, non seulement on congèle, mais avec les manipulations génétiques, on peut inverser la flèche du temps. Donc, comme je l'ai dit, je me suis intéressée beaucoup aux dimensions matérielles des technologies de reproduction à l'industrie de la fécondation in vitro. Pourquoi? D'abord, parce que c'est la ligne directe avec l'agriculture industrielle. Elle est directe historiquement, elle est directe dans son histoire. Puis aussi parce que finalement, à partir des années 80, elle va devenir le moteur qui va produire le plus de bio-objets. Et à partir de cette industrie de la fécondation, on va produire la médecine régénératrice. Elle est presque directement liée au développement, pas presque, elle est directement liée. Donc, il y a une logique de prolifération, d'industrialisation qui est à l'œuvre et qui n'est jamais vécue comme telle socialement, hein, jamais présentée comme telle. Vous savez à quel point ça fait débat. Ça fait aussi, il y a des enjeux identitaires, c'est repris par toute une partie de la gauche qui voit les technologies comme un mode d'émancipation, comme une ouverture à faire famille. Dans le livre, j'ai toute une série de travaux faits parce qu'il y a plein de travaux là-dessus, sur justement des enquêtes faites auprès de gens qui sont nés de dons de sperme, de pourvoyeurs de sperme, de gens qui sont nés de la fécondation in vitro, de ce que ça engendre comme toutes les dimensions symboliques liées à l'industrie. J'en parle justement sur la dimension affective. Là, ici, je n'ai pas le temps de discuter, fait que je vais aller plus sur les dimensions plus purement industrielles, mais ils sont toujours liés. Mais on est tellement dans la fécondation in vitro, dans cette idéal d'autoconstruction de soi, dans, évidemment, le désir d'enfant. On est dans quelque chose d'assez fondamental au niveau social, qui fait en sorte qu'on ne voit jamais, ou qu'on ne dit jamais, de quoi il est réellement question. Hein, on le voit, et donc, évidemment, l'origine, ça, c'est les travaux d'Adel Clark aux États-Unis, mais de toute façon, c'est pas très difficile à comprendre. Les techniques in vitro sont nées de l'agriculture industrielle, notamment de l'élevage des bovins, à partir des années 60-70, dans le cadre de la bioéconomie qui se met en place aux États-Unis, en même temps, d'ailleurs, que la prise de conscience de la limite des changements climatiques, de l'économie du pétrole, hein, des ressources. Et donc, c'est à cette époque-là, au tournant des années 80, on va investir massivement, à partir des années 70, mais dans l'agriculture industrielle, et les techniques in vitro ont été transposées directement aux techniques de reproduction humaine. Donc, directement du bovin aux femmes, parce que c'est ça qu'il s'agit. Donc, et donc, c'est intéressant parce que aussi, dans le cadre de l'industrie biomédicale, vous savez, qui a été nourrie à partir des lois de Nuremberg, là, je sors un peu du texte, mais sur la notion de consentement, sur la non-expérimentation sur l'être humain, tout ce qui touche le corps des femmes dans le cadre de la recherche et du développement des technologies de reproduction se sont faits en dehors de tous ces cadres-là. Ça a été de l'expérimentation directe. On n'est pas capable de savoir combien, à l'origine, il y a eu d'embryons implantés, combien il y a eu de femmes impliquées. Tout ça, c'est complètement invisibilisé, même historiquement. Donc, on n'a pas nécessairement
les données. Par exemple, vous savez que ça vient d'Angleterre, c'est Louise Brown la première, ensuite c'était Amandine en France. Donc, c'est en 1978, si je me... Oui, c'est ça. Puis ce qui est fascinant, c'est que, encore aujourd'hui, alors que c'est devenu un phénomène globalisé, hautement normalisé, hautement standardisé, on est encore à... Puis là, je suis généreuse, là, on est à 40% la fécondation in vitro ne fonctionne que dans 40% des cas en premier essai. Donc, c'est quelque chose qui, même malgré 40 ans d'expérimentation, de développement, c'est-à-dire que c'est une technique qui est encore très, très expérimentale, mais qui est devenue la norme. Donc, imaginez-vous, à l'époque de Louise Brown, donc combien de femmes, combien, bon, tout ça. Évidemment, c'est toute une... Du fait du désir d'enfant, il y a eu évidemment beaucoup d'expérimentation sur le corps des femmes, mais qu'on ne peut même pas documenter. C'est pas compliqué, on les a pas, les données. Donc ici, ce qui m'intéressait, quand je dis que ça vient de la reproduction in vitro de l'élevage des bovins, ben, c'est pas moi qui le dis, c'est un fait historique, là. L'étape qui m'intéresse le plus dans la perspective de la production des bioobjets, il y a une étape, bon, ça c'est l'étape de la fécondation in vitro, hein. Donc la stimulation ovarienne. Ce qu'on fait, c'est d'abord, la première, il y a une étape avant, c'est-à-dire le stoppage par de la prise d'hormones du fonctionnement du système reproductif naturel, et ensuite la stimulation ovarienne qui mène à partir de la prise d'hormones le corps féminin à produire non pas 1 ou 2 ovules par mois, mais 10, 12, 15, 14, on est allé jusqu'à 20. Bon. Et donc, la stimulation ovarienne, toutes les femmes qui sont passées par cette étape-là vont le dire, c'est une étape, évidemment, très souffrante, il y a une valorisation de la souffrance dans notre société, mais c'est une étape difficile, c'est une étape qui, évidemment, qui consiste à ni plus ni moins à bombarder le corps d'hormones pour amener le corps à produire plus d'hormones. Et c'est dans cette optique-là. Non, je sais qu'il y a une charge émotive très forte, même si peut-être parmi vous avez des gens où même la vie subie, je le sais, que ça vient chercher des dimensions affectives profondes. Mais si on regarde qu'est-ce que ça signifie au niveau concret, c'est une étape qui est celle de l'agriculture, liée à l'élevage industriel, qui vise à transformer le corps reproductif féminin en une logique de machine productiviste à produire davantage d'ovocytes pour pouvoir les extraire. C'est ça qu'on fait. Après, tout le fait, mais c'est ce qu'on fait. Et donc, on extrait, hein, donc avec une aiguille, on vient les chercher. Donc, on amène le corps féminin à produire davantage d'ovocytes. Et ça, c'est cette dimension industrielle qui est très importante parce que, évidemment, il y a des implications sur la santé, mais il y a aussi le fait que le corps féminin va devenir une source de plus en plus importante, puis on va de plus en plus extraire des ovocytes pour toutes sortes de raisons. Donc ici, ensuite, bon, la fécondation, donc là, il y a toute la fécondation in vitro en tant que telle. Bon, les tests de grossesse, ça, c'est pour, évidemment, dans le cadre d'une fécondation in vitro directement dans le but d'une procréation. Donc, c'est comme ça que ça, c'est vraiment important parce que ce que je voulais vous m'arrêter, c'est sur cette dimension de stimulation ovarienne et parce que c'est un modèle machinique qui est derrière. C'est le même modèle machinique de productivisme qui est partout et qu'on a sur nous-mêmes aussi. Le modèle du corps-machine, il est surtout en médecine humaine aussi, hein. Donc, là, ici... de cette première, à partir des années 80, où on a commencé à extraire les ovocytes dans un cadre d'infertilité, je veux dire, des cadres hétérosexuels de l'infertilité, on a tout d'abord extrait les ovocytes de la femme à l'intérieur d'un couple classique, comme le cas de Louise Brown. Puis l'infertilité, déjà là, hein, vous savez que biologiquement, il y a toutes sortes de raisons de l'infertilité, mais donc, à l'origine, c'était que les ovocytes de la femme qui décidait ou qui désirait avoir un enfant qui était extrait. Et petit à petit, du fait
qu'il y a plusieurs formes de fertilité où, par exemple, les ovocytes sont en jeu. Donc, c'est les ovocytes qui sont insuffisants ou qui ne permettent pas la fécondation. Et donc, est né, mais assez rapidement, surtout à partir des années 2000. Pourquoi? Parce que les ovocytes, contrairement aux spermatozoïdes qu'on congèle depuis longtemps, on ne pouvait pas les congeler. Donc, les ovocytes ont commencé à être congelés. C'est lié à des techniques de congélation et à la complexité interne de l'ovocyte en tant que tel. Là. Et donc, c'est à partir des années 2000. Donc, à partir des années 2000, explosion du marché global des ovocytes. Et quand on connaît les techniques difficiles, donc notamment la stimulation ovarienne et tout ce que ça implique, évidemment, les banques occidentales sont vides. Les banques de France, les banques de Suisse, les banques, je ne sais même pas, mais les banques canadiennes. Pourquoi? Parce qu'une jeune femme occidentale qui a accès à des soins de santé, pourquoi elle subirait ces traitements-là dans une économie du ton qui n'existe pas? On pourra en parler, mais ça n'existe pas. Sauf aux États-Unis, où il y a eu beaucoup, mais et essentiellement, vous savez, pour des enjeux qui sont de payer les études, les conditions de vie sont différentes aux États-Unis, donc les banques d'ovocytes américaines, mais quand on regarde la géopolitique des banques d'ovocytes, les femmes ukrainiennes, les femmes espagnoles, pas encore là, il y a tout un enjeu de racialisation, parce que quand on est dans l'ovocyte, on est dans la génétique. Donc, par exemple, quand on est dans l'industrie de la fécondation in vitro, il y a toute une logique de standardisation, de génétique. Ça, je pourrais vous en parler. J'ai des étudiants qui ont fait beaucoup de travaux là-dessus. Là, j'ai pas le temps de décrire tout ça, mais il y a des logiques de standardisation, de génétisation. D'ailleurs, tout ça repose sur une génétisation complète des identités, puisque, évidemment, le matériel génétique compte. Donc, quand je vous dis femme ukrainienne, vous avez déjà derrière, d'abord les conditions socio-économiques, puis ensuite des conditions génétiques, des génotypes assez clairs. Donc, c'est un peu comme ça, alors que le marché des mères porteuses, ça va être d'autres types, puisqu'il n'y a pas la dimension génétique. Donc, dans le marché global, il y a toute une logique, évidemment, de racialisation et d'exploitation qui tient compte des enjeux sociologiques qui sont déjà présents dans la société. Il y a vraiment une reproduction dans une reproduction des modèles corporels, des modèles normatifs à l'intérieur de la génétisation des banques de sperme et d'ovules. Donc, ça, c'était la première à l'origine, donc pour la fécondité. Ensuite, une banque d'ovocytes globalisée qui devient un marché global. Et ce marché global est aussi nourri par des transformations sociologiques majeures, donc l'accès généralisé, le fait justement que l'accès à la fécondation in vitro est vu comme un modèle de libéralisme, un modèle d'ouverture des corps. Il y a ça va de la femme ménopausée, donc il y a toutes les raisons possibles de l'infertilité, ce que j'appelle l'infertilité sociologique, qui inclut évidemment les personnes de même sexe, puisque les personnes de même sexe sont dans une infertilité sociologique. Donc, c'est les grands mouvements sociaux contemporains qui s'inscrivent et qui nourrissent cette industrie. Donc, l'autre, ça c'est vraiment, j'ai écrit dernièrement beaucoup sur cette question, donc ça c'est la première raison pourquoi on extrait les ovocytes. Ça s'est tellement normalisé que là, on en est à l'autoconservation des ovocytes. Et là, c'est fascinant parce que dans ce processus de bioobjectivation, l'autoconservation des ovocytes, qu'est-ce que ça veut dire? C'est justement, quand je parle d'économie de la promesse, d'objet d'anticipation, c'est l'idée que la fertilité ou la peur de perdre la fertilité dans ce contexte, justement, d'anthropocène, de plus en plus, on a recours à la congélation des ovocytes aux embryons en cas d'une éventuelle infertilité. Du fait aussi que le désir d'enfant vient tardivement dans la carrière des femmes, et donc de plus en plus, il y a cette crainte de la perte de la fécondité, et donc l'autoconservation vient de cette logique-là. Toujours les mêmes procédés médicaux, donc tout ce que doit subir une femme pour une fécondation in vitro, ici dans l'autoconservation des ovocytes, il n'y a pas d'infertilité, là. C'est des jeunes femmes en santé. Là, c'est virtuellement toutes les jeunes femmes en santé à partir de 18 ans qui sont au cœur de ce modèle d'autoconservation des ovocytes. Ce qui est fascinant, c'est que comment ça fonctionne, le processus de bioobjectivation, c'est que la première chose, ça a été pour les jeunes femmes qui subissaient des traitements de cancer.
en cancérologie. Et donc, on a commencé à permettre, là c'est tout récent, là on est dans les années 2010, à ces jeunes femmes-là de faire un traitement de fertilité en vue de conserver la fertilité. Les éthiciens, les bioéthiciens, en tout cas les féministes, ont dit, mais il y a tellement une obsession de la fertilité que on parle de jeunes femmes qui sont déjà malades, hein, donc, mais qui vont aussi subir un traitement hormonal pour extraire les ovocytes. Donc ça pose toutes sortes de questions éthiques, surtout mais bon. Et donc, dans ce contexte médical, on a permis à ces jeunes femmes, on a incité aussi ces jeunes femmes à congeler leurs ovocytes, hein, du fait que, vous savez, certains traitements de chimiothérapie et tout ça. Donc, là, tous ces ovocytes-là deviennent dans les banques. Hein. Et donc, ce qui est la logique de la bioéconomie, ce qui était permis pour les jeunes femmes malades est devenu la norme, la revendication. Surtout, c'est la présidente de Facebook, c'est pas la présidente, mais c'était un poste important à Facebook qui a milité pour cette j'ai oublié son nom, pardon. Et donc, justement, qui voyait dans l'autoconservation des ovocytes, justement, enfin, un modèle libéral qui permettait de libérer les femmes des contraintes de la temporalité. Parce que là, quand on n'est plus dans la fertilité, on est dans les contraintes de la temporalité biologique. Et donc, cette idée d'autoconservation des ovocytes, et on vient de le permettre en France. Hein. Donc, qui n'a plus rien à voir avec le biomédical, qui est vraiment lié à cette vision du vivant de pouvoir conserver sa fertilité, projeter ou anticiper une infertilité, et donc mettre en banque ces produits biologiques humains. Ça suppose toutes sortes d'enjeux, puis les travaux qui ont été faits, on est à 125% d'augmentation au Canada, partout dans le monde, les banques d'ovocytes d'autoconservation. Il ne reste pas juste 5 minutes, ça se peut pas. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, le transfert promoléculaire, ce que je voulais vous expliquer, mais je vais vous l'expliquer de façon plus claire ici. Donc, ici, on a vraiment la logique de prolifération des bioobjets. Puis quand on voit, justement, c'est la dimension industrielle que j'essaie de vous montrer, qui est vraiment cette logique du vivant qui nous échappe. Chacun des objets, on peut en faire l'étude, voir dans son entrée. Donc, évidemment, l'extraction des ovocytes dans le cas de la FIV traditionnelle. Ensuite, de la FIV est venue la logique d'autoconservation des ovocytes. Ensuite, d'abord pour des raisons médicales, ensuite commerciales, ça touche potentiellement toutes les jeunes filles. Après, la FIV, bon, le transfert pronucléaire, c'est, on va utiliser les ovocytes avec les embryons à 3 génomes sur les mitochondries, c'est-à-dire pour les maladies mitochondriales. On a permis à des femmes de prendre leur ADN biologique et de le transposer dans un ovocyte unucléé. Donc, c'est ce qui a fait les embryons à 3 génomes. Donc, les maladies mitochondriales d'abord, puis ensuite, on est en train de voir justement, puisque la question des mitochondries est liée au vieillissement, à l'infertilité liée à l'âge. Donc là, on est dans une modification génétique, mais qui est encore là. Tout ça, ça suppose d'extraire des ovocytes. C'est ce que je suis en train de vous montrer. Ensuite, des embryons surnuméraires, parce que tout ça a fait en sorte qu'on a congelé des embryons, est né, et des banques d'ovocytes, est née toute la recherche sur les cellules souches embryonnaires. Thomson, en 1998, qui réussit à les isoler, et ça devient le Graal de la médecine régénératrice, avec toute la prolifération, et où on va permettre d'extraire des ovocytes maintenant que pour la recherche. Et ensuite, de cette recherche sur les embryons, avec toute pardon, je cherche avec tous les conflits, les juridictions, les enjeux politiques, les enjeux religieux liés aux embryons, finalement, en 2010, on a contourné et on a créé les fameux IPS. Les IPS, c'est les cellules souches totipotantes induites qui ont été prix Nobel en 2012, si je ne me trompe pas. Et qui sont justement des cellules somatiques modifiées génétiquement pour arriver au stade embryonnaire. Donc, vous voyez, toute la logique, on est vraiment dans une logique industrielle, un produit amène un bon. C'est ce que je voulais vous montrer. Donc, évidemment, ce qu'on appelle maintenant la big biologie, par exemple, en médecine personnalisée,
pour le développement de la pharmaceutique et surtout pour le développement de la médecine régénératrice. On a des immenses biobanques, mais partout, en France, en Suisse, là, moi, je regarde la Grande-Bretagne, où ce sont des IPS, donc des cellules souches, des cellules modifiées génétiquement pour arriver et qui sont... ou l'entièreté des populations, parce que des haplobanques, donc c'est des haplotypes, c'est un peu comme les modèles sanguins, là, c'est des types cellulaires qu'on retrouve dans les populations. Et on est en train de faire des immenses banques où potentiellement, justement, il y a des cellules IPS pour l'ensemble de la population avec l'idée de faire des immenses biobanques qui vont permettre de faire soit des traitements, développer les organes, c'est l'obsession des organes. Et donc, ça, c'est vraiment important parce que la big biologie repose sur tous ces dispositifs d'extraction, de standardisation, de modification, d'intégration dans le droit de tous ces objets biologiques qui deviennent la matière première de toute cette industrie. Donc, si les normes éthiques, qui sont toujours en débat, mais on s'aperçoit que les normes éthiques qui sont fondées sur le libéralisme, toujours du point de vue soit du patient, soit de la recherche, font en sorte qu'il n'y a rien, mais rien, surtout si on regarde avec CRISPR, là, qui peut être interdit dans le sens d'un rapport au vivant induit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise en considération des enjeux environnementaux, des enjeux sur les représentations du vivant, des enjeux sur... Pas du tout, puisque du point de vue du patient, évidemment, il y a des enjeux symboliques tellement forts que la logique de standardisation, de naturalisation, d'invisibilisation fait en sorte qu'on ne pose jamais les questions d'un niveau, par exemple, environnemental ou humain, et ce qui fait en sorte que l'industrie, elle prolifère, elle est hyper réglementée, plus réglementée que l'industrie pharmaceutique, mais finalement, on finit par tout faire. Et ça, c'est vraiment fascinant parce que ça amène justement à la prolifération constante, mais toujours très, très, très réglementée. Donc, au niveau organisationnel, c'est d'une lourdeur très lourd. Les chercheurs vont vous dire que c'est très, très lourd, mais en réalité, d'un point de vue sociologique, ce qu'on voit, c'est que finalement, ça n'a que pour fonction de naturaliser et l'adaptabilité sociale d'un rapport au vivant qui est vraiment particulier. Donc là, je vais rapidement. Donc, pour justement, quand je dis que c'est la face cachée de l'Anthropocène, il y a évidemment... C'est pour ça que je suis revenue à la tour au début sur le non-humain, parce que déjà, le non-humain nous indique qu'on n'est pas capable de penser le vivant. Même dans la pensée la plus postmoderne et déconstructiviste, on continue encore à être incapable de se voir comme vivant et de voir que le vivant a une particularité, est un état particulier de la matière. Et donc, ça, c'est vraiment pour moi fondamental. Donc, dans la volonté de penser la modernité, il faut être capable de penser justement le vivant. Donc, et là, ici, il y a une contradiction. J'ai fait un terrain en bioimpression. Dans mon livre, il y a un chapitre complet. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que, vous savez, comme je vous ai dit, la fécondation in vitro, ça fonctionne juste à 40%. Donc, les cellules, on a beau les standardiser, on a beau mettre des modes de production les plus standardisés, ça ne fonctionne pas comme ça. Chaque chercheur dans votre labo va dire, sur 4 lignées cellulaires, il y en a 2 qui vont faire à peu près ce qu'on veut qu'ils fassent, puis les 2 autres, soit elles meurent, hein, ce sont du vivant, ou soit elles ne répondent pas. Et donc, il y a un rapport très particulier à la matière vivante qu'on ne maîtrise pas, que tous les chercheurs biologiques savent qu'ils ne maîtrisent pas, parce qu'écoutez, on n'est pas capable de maîtriser un virus, là. À l'échelle planétaire, avec les milliards injectés en médecine, imaginez, mais chaque lignée cellulaire, il y en a qui vont être plus malléables, il y en a qui ne le seront pas. Et ça, ils savent. Mais ce qui est fascinant, c'est que dans le laboratoire où j'étais, et puis ce sont des gens, c'est des gens qui ne sont pas du tout naïfs, mais qui ne se posent pas ces questions-là, parce que le modèle machinique derrière, par exemple, parce que j'étais en bioimpression, donc il s'agit d'imprimer des cellules vivantes, de les mettre dans une boîte de pétri pour qu'elles se développent. Et tous les chercheurs finissaient par dire « la machine est extraordinaire, c'est les cellules qui ne marchent pas ». Ils ne me le disaient pas de façon aussi naïve. Hein? Et tous ceux qui travaillent sur les IPS, c'est la même chose. Il y a une malléabilité. N'importe quel médecin va vous dire « je prescris le même médicament à 5 patients ». Les patients ne réagissent pas de la même façon. Mais c'est la même chose. Imaginez, au niveau cellulaire,
les questions du vivant sont extrêmement complexes, mais ils sont tellement pris dans les modèles industriels que tout ça, on le camoufle ou on le pense même pas. Je sais pas comment dire, c'est qu'on tasse les cellules qui fonctionnent pas, on les voit même pas dans les revues ou à peine, puis on voit finalement ce qu'on réussit à faire. Donc, on n'est vraiment pas dans l'ordre de la maîtrise. On est dans l'ordre d'un bricolage, d'un rapport au vivant machinique qui est plus puissant que la réalité de la matérialité elle-même. Et donc, c'est là qu'il faut commencer, où les sciences sociales peuvent entrer, c'est de s'intéresser justement à cette matérialité, puis et à voir à quel point cette agentivité-là va nous permettre de transformer notre rapport au vivant. Donc, c'est un peu ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre, et notamment justement parce que je me suis dit sur les enjeux environnementaux, parce que c'est tellement pris, imbriqué dans notre société, dans notre rapport au corps, dans le mythe puissant de l'individualité, dont la plus puissante, c'est celle de plus se penser comme des mammifères. Donc, même dans certains mouvements féministes, on finit par penser que le corps est une pure construction sociale. Évidemment, c'est pas moi qui vais vous nier que la construction sociale est importante, mais il y a cette dimension matérielle, il y a cette dimension fondamentale du vivant qui est première. Sans matérialité, il n'y a pas d'être humain, il n'y a pas d'être vivant. Fait que si on n'est pas capable de penser ça, que tout est discours, on participe de cette logique de technicisation et d'industrialisation du vivant sans même s'en rendre compte. On ne peut pas être vegan puis militer pour les technologies de reproduction. Ça ne se peut pas. Ça ne va pas ensemble. C'est deux logiques qui sont contradictoires, mais qui, dans les faits, de cette espèce d'invisibilité, d'incompréhension, de dématérialisation des rapports sociaux, ben, c'est ce qu'on voit quotidiennement dans nos amphis. Donc, ce que j'ai essayé de montrer donc, d'une perspective plus environnementaliste, puisque finalement, il n'y a plus d'universaux possibles dans une logique libérale, on ne peut plus se référer. Donc, bien, évidemment, il y a toute la question du plastique, parce que tout ça, maintenant, avant, de façon traditionnelle, c'était dans les vitres, mais c'est le plastique. Donc, il n'y a rien qui pollue plus qu'un laboratoire de biotech, hein, ça vous le savez, mais parce qu'à chaque essai, du fait de la contamination du vivant, c'est incroyable. C'est un choc. Moi, j'étais dans un tout petit labo, et puis, ben, c'est parce qu'à chaque fois qu'on touche, il faut jeter, parce que c'est du matériel biologique, donc toute la question de la virologie, tout ça, c'est extrêmement demandant au niveau énergétique, bon, toute la cryopréservation, mais plus fondamentalement, et là, c'est là où les sciences sociales peuvent, en tout cas pour ceux qui s'y intéressent, et devraient s'interposer, c'est justement sur les représentations du vivant. Donc, comment, finalement, tout ça, ce rapport au vivant, il est devenu notre rapport à notre propre identité, à notre propre corps, et ça devient difficile, par exemple, de penser les enjeux de l'Anthropocène, ne serait-ce que si on n'est pas capable de penser les limites, par exemple, par rapport à la mortalité de l'individu humain, ça devient difficile de penser les limites de la planète. Et donc, c'est vraiment dans cette espèce de grande contradiction que j'ai essayé de voir dans les bio-objets quelque chose d'assez fondamental de notre civilisation qui nous permet de voir ce qui est difficile à voir autrement. Je vous remercie beaucoup. Des questions, des critiques? Des contestations? On a un temps d'échange. Alors, est-ce que tu arrives à parler fort? Parce qu'on ne veut pas se passer le micro, en fait. Je vais parler fort. Merci beaucoup pour cette conférence absolument passionnante. Un peu déprimante, mais passionnante. J'ai une question. Vous avez rapidement mentionné les technologies de médecine régénérative. Est-ce que vous mettez dedans... Moi, je travaille sur le vieillissement. Oui. Je vais commencer par là. Oui. Est-ce que vous mettez là-dedans les médecines anti-âge et puis l'étape d'après de ce que les anglo-saxons appellent la rejuvenation research et le marché énorme qu'il y a derrière, comme faisant partie de la même logique de la lutte contre le temps qui passe et ses effets sur le corps humain? Ben, à vrai dire, c'est un travail sur le vieillissement qui m'a emmené à la question des bio-objets, parce que j'avais écrit un bouquin qui s'appelle « La société post-mortelle », et puis c'était le travail sur la médecine régénératrice qui a nourri juste le travail sur les bio-objets. Donc, c'est la première chose, c'est le rapport à la mort. Là, je parle du rapport au vivant, à la reproduction, mais c'est même ça, ce sont
en cybernétique et en biotechnologie, cette idée de pouvoir transcender la mort, de prolonger le vivant, c'était le cœur même de la réflexion qui m'a amenée à m'intéresser aux bio-objets. Donc oui, pour moi, c'est fondamental, les deux sont liés. Et en médecine régénératrice, ça dit, hein, l'idée de la régénération, c'est directement lié aux maladies où on voit le vieillissement. Comme une logique de décroissance, hein, donc le vieillissement qui devient un problème. C'est un paradoxe parce que le vieillissement de la population, c'est aussi le fait de la conquête de la modernité, d'avoir permis à des individus à vivre plus longtemps en vie, mais c'est le problème de nos sociétés, le vieillissement. Et c'est justement aussi l'incapacité à prendre soin, puisqu'on n'est que dans une logique de prolonger la vie, mais une vision d'une vie qui est performante, qui est performative, qui est industrielle, qui est machinique. Donc oui, ça, c'est vraiment le cœur. La réflexion sur le vieillissement, elle est vraiment fondamentale, donc en médecine régénératrice, parce que c'est l'argument massu pour développer ces technologies. Merci, je peux la prendre dans mes mains. J'étais très interpellée sur le fait que les techniques in vitro humains ont évolué de techniques établies pour la reproduction bovine. Et bon, ça semble évident, bien sûr, mais je n'avais pas pensé comme ça. Et ça m'a fait penser à cette distinction que vous faites entre humain, non humain, et comment ça prétend à une forme d'exceptionnalisme finalement humain. Aujourd'hui, qu'en est-il de ces liens entre des formes de reproduction bovine ou dans l'industrie de production de viande et l'in vitro humain? Il continue à avoir des échanges scientifiques entre ces technologies-là dans la pratique? Et est-ce que c'est quelque chose qui est plus ou moins visible ou complètement invisibilisé? Bien, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont complètement naturalisées, normalisées. Bien évidemment, le fait de l'agriculture industrielle, maintenant, vous savez, on prend les bio-objets, c'est aussi toute la viande in vitro, hein, qui est nourrie par une volonté de sortir de l'industrialisation animale, mais on ne voit pas que derrière, il y a quand même la logique organique. Ces cellules-là, elles ne naissent pas nulle part. Et donc, c'est toute cette logique-là. Mais le passage de l'agriculture industrielle aux technologies in vitro, ben après, il est devenu au cœur même de la médecine régénératrice, puisqu'on utilise, par exemple, on essaie de créer des organes à partir des porcs. Donc, il y a toutes les OGM. Les OGM s'inscrivent là-dedans. Et dernièrement, je le disais, par exemple, sur ce qu'on appelle les chimères. Ce sont, en France, le dernier en liste, c'était les macaques, auxquels on a justement injecté des IPS. Donc, ces cellules souches pluripotentes induites qu'on injecte chez des macaques pour voir un peu comment ça va... On a arrêté le développement après. On suit les protocoles de recherche, hein, mais dans 4 ans, je vous annonce qu'on va en faire naître. On les suit, les standardisations, et le but de ces expérimentations-là, donc des chimères, ni plus ni moins, ce sont de produire des organes humains, des organes humanisés. On ne le fera pas sur des macaques pour des raisons qui sont éthiques. On va le faire sur des porcs. Mais là, on fait les macaques. Mais c'est toujours aussi dans l'économie de la promesse, dans l'espèce d'aller chercher un peu le spectaculaire. C'est quotidien, mais c'est vraiment normalisé puisque en ce moment, la question, c'est de produire des organes humains, des organes humanisés, notamment chez les porcs. On le fait depuis un petit bout, ce qu'on appelle la xénotransplantation. Vous n'êtes pas présentés peut-être tous les uns les autres, pardon. C'était Cornelia Hummel, Marlene Zaakian, Nicolas Bayalafitte. Merci beaucoup Céline de cette présentation très stimulante. J'ai le bouquin et je trouve fascinant, très riche, avec une richesse des cas, des casuistiques, des situations. Et il y avait quelques points qui m'intéressaient de ramener à la discussion. Et notamment, le premier point concerne cette notion de bio-objet et comme concept hybride, en ce qu'il a une composante vivante, donc l'objet qui contient quelque chose de... donc, l'expression était tout simplement distincte, unique, en ce qui
contient quelque chose de vivant. Et dans l'introduction à l'ouvrage, cela, et comme aujourd'hui dans la présentation, cela est constitué comme un concept qui permet de rompre avec le non-humain. Oui. Alors pourquoi le singulier de non-humain? Moi, ce qu'il me semble, c'est que dès qu'on pluralise les non-humains et qu'on le pense dans la relation justement aux humains, il s'agit en quelque sorte de penser des situations, des continuums. En gros, la référence qui est mobilisée pour illustrer, c'est justement celle de Nous n'avons jamais été modernes, de Latour, même s'il y a quelques références au débat que cela a suscité, comme les non-humains repeuplaient les sciences sociales. Mais ce qui m'avait frappé, c'était qu'on effaçait en quelque sorte le point fort de la mobilisation de la notion des non-humains au pluriel, qui était justement les hybrides nature-culture qui s'étissent entre des composés ou des assemblages ou des réseaux d'humains non-humains. Et donc, et en quoi les bi-objets et l'abordage qui est fait bien rompre en fait avec le non-humain au pluriel, les non-humains au pluriel, dès qu'on les pense comme ça, de cette façon, plus dans le continuum. Et j'ai compris aussi que c'était une caractéristique essentielle du projet d'insister sur la différenciation. Donc, effectivement, on a le continuum et la différenciation. Mais sont-ils vraiment des approches antagonistes, la pensée par des continuums nature-culture, notamment dès qu'on s'inscrit dans des situations comme c'est fait l'ère de l'Anthropocène. Et donc, par exemple, ce qui m'avait frappé, c'est que tout au début de l'ouvrage, il y a un constat très fort d'imbrication. C'est le Covid, ce virus qui a tissé des liens et qui a mis en évidence aussi toutes les imbrications et les dépendances qui s'étissent dans le monde moderne depuis la modernité. Donc face à ce constat d'imbrication, quoi faire de ces questions des continuums et de différenciation? Quoi la notion des bi-objets, du coup, permet de faire cette différenciation? Et si je me permets de terminer, donc une autre caractéristique était celle de la matérialité. Il y a aussi une tentative de différenciation de la nouvelle matérialité. La matérialité est évidemment très pressante, mais j'arrive pas à comprendre l'insistance qui est nette sur la question de la matérialité, en même temps qu'on a, par exemple, toute une réflexion sur la malléabilité des différentes entités. Et donc, dans ce sens-là, il y a même la centralité de la symbolisation pour penser la malléabilité. Et donc, comment distinguer, in fine, la symbolisation et la matérialité pour... la symbolisation et la matérialité s'agissant de la malléabilité. C'est-à-dire, pour arriver à la malléabilité de certaines choses, il faut que ces choses s'inscrivent dans des situations, dans des opérations symboliques qui vont permettre de les traiter d'une manière ou d'une autre. Donc, comment est-ce que vous pensez cette relation entre l'approche par la malléabilité et est-ce qu'il est complémentaire ou pas de la symbolisation? Voilà. C'était un peu long des questions, mais je la comprends bien, la question. Là, je vais être obligée de sortir du cadre de bi-objets parce que moi, j'ai fait une thèse sur la cybernétique. Et pour moi, la pensée de Latour et toutes ces pensées-là, c'est des pensées qui découlent de la cybernétique. Donc, une conception informationnelle du monde qui a fait en sorte que, comme disait Marino-Ponty, on est dans l'extrême subjectivisme et dans l'extrême objectivisme, puisque c'est le code qui va être transposé en... Je le dis d'ailleurs dans ce monde. Et donc, pour moi, la question la question du non-humain ou des non-humains chez Latour, pour moi, le pluriel n'amène rien si on ne différencie pas.
Le pluriel veut rien dire. Si les non-humains, ça reste que du point de vue le non-humain, ça implique les bactéries, les virus, les objets traditionnels, des biotech. Donc, puis en plus, ça touche pas au cœur qui est l'humain. Moi, je préfère mettre l'humain du côté du vivant. Deuxièmement, là où je suis dans une perspective qui n'est pas encore développée, donc j'avoue que non, c'est que ma perspective matérialiste est beaucoup plus radicale. La malléabilité, ce sont ces objets techniques qu'on a réussi à créer, et ce qui m'intéresse, c'est l'origine de la production. Ce qui est jamais... Donc, c'est la production. Ça ne veut pas dire... Comment dire ça? C'est-à-dire qu'ils ont des potentialités, mais par rapport au réel, auquel je n'ai pas accès, auquel personne n'a accès, ça ne veut pas dire qu'ils ont des effets, mais ce n'est pas parce qu'ils sont malléables qu'on les maîtrise. C'est tout à fait différent, là. La malléabilité, ce n'est pas la maîtrise. Donc oui, on peut leur faire n'importe quoi, mais ça se trouve que peut-être qu'elles ne marcheront pas, il va y avoir des enjeux sur la santé. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de cette malléabilité, de cette indifférenciation qui a permis l'industrialisation du vivant, tout ce qu'on ne maîtrise pas. Tout mon travail, c'est un discours sur la non-maîtrise qui vient sur l'Anthropocène. Et là, on ne peut jamais, avec le non-humain, arriver à cerner cette non-maîtrise parce que, justement, ce que je vois dans le nouveau matérialisme, ce que je vois dans l'approche latourienne, c'est un refus de penser, justement, les effets réels de ces... Parce qu'il y a quelque chose où on reconnaît l'agentivité de ces objets techniques, leur importance, le fait que... Puis bravo, parce qu'en fait, ça les fait entrer dans les sciences sociales. Il fallait absolument les faire entrer en sciences sociales, puisqu'ils sont au cœur d'un... Mais le problème, c'est qu'ensuite, les modes de production et leurs effets concrets reposent... C'est pas la même chose un ordinateur qu'un embryon humain. C'est pas la même chose. Et si on n'est pas capable de reconnaître ça, on induit un modèle machinique naturalisé chez Latour, naturalisé, parce que c'est le modèle machinique qui est naturalisé dans ce cas. Si on se refuse de penser vivant, il est naturalisé, donc les objets techniques, l'humain. Et donc, on est dans un... Et ça ne nous donne pas de prise critique pour, justement, essayer de comprendre ces objets-là et de dire, mais qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est des objets qui nous lient le plus fortement possible dans des enjeux identitaires, mais qui dépassent les enjeux identitaires. Ça dépasse les enjeux identitaires. Parce que, d'ailleurs, il y a plein de travaux super intéressants sur les femmes qui ont congelé leurs ovocytes. Je vais vous donner un exemple qui va être plus clair. Sur les embryons humains. D'un côté, évidemment, c'est la promesse d'un enfant. Et pour des gens, c'est profond, hein? Ça vient chercher des ressorts anthropologiques profonds et tout ça. Et de l'autre côté, ça peut être aussi un pur matériel pour la recherche ou l'espoir de traitement. Et donc, ça devient, c'est un pur objet. Et donc, vous savez, aux États-Unis, il y a eu la décongélation en Ohio, dans l'Ohio, il y a 2 ou 3 ans, le frigo, hein, il y a eu un problème d'électricité, donc les embryons, ils ont décongelé. Donc, ça, c'est aussi une réalité, mais vous comprenez, pour ces femmes qui ont subi ces traitements, excusez-moi, il y a de l'affect là-dedans, pour les femmes qui ont subi ces traitements, que c'était leur dernier espoir, ou pire, mais ceux qui ont déjà un enfant, et donc qui ont vécu, puis qui savent qui est né de la fécondation, donc l'enfant, il est encore plus investi, hein, donc l'embryon qui attend, le frère, la sœur, qui est décongelé. Donc, vous imaginez, ça vient chercher des affects profonds. Et puis, il y a eu une réclamation des compagnies d'assurance, puis une volonté, tout ça. Et donc là, puis il y avait même l'idée d'accusation par meurtre parce qu'il y a eu une négligence pour maintenir les congélateurs. Bon, tout ça peut faire sourire. Mais ce qui était fascinant, c'est que finalement, il y a une de ces dames, puis aussi la dimension religieuse catholique, hein. Donc, il y a une des militantes des parents, des parents, ou je ne sais pas comment on les appelle, mais des parents en devenir ou des parents qui ont fait congeler, qui disaient, parce que finalement, ce que la loi a dit, c'est que c'est des objets, hein, c'est de la matière biologique, ils n'ont pas le statut de sujet humain, pas du tout. Puis heureusement d'ailleurs, parce que ça poserait des questions pour l'avortement. Mais bon, mais
Puis elle, ce qu'elle a répondu, la dame, de façon tout simple, elle a dit, mais quand je vais sur une clinique de fécondation, ou quand j'ai congelé mes embryons, ce qu'on me vend sur le site, allez les voir les sites, mais c'est des bébés qu'on me vend. C'est un enfant qu'on m'a vendu. C'est un enfant que j'ai congelé. Donc, vous voyez là, à quel point on est dans des contradictions, mais ça nous dépasse complètement. Donc, les dimensions symboliques, elles sont importantes, parce qu'on est en sciences sociales, puis c'est à peu près ce qu'on peut comprendre et maîtriser un peu, mais les dimensions matérielles, ils nous dépassent, et ils nous dépassent même dans... Puis là, moi, où je trouve ça problématique, c'est que, curieusement, les penseurs du non-humain ou des non-humains ont complètement désinvesti. Ils sont rendus dans le gaillard, on n'a toujours pas pensé le statut des objets techniques, le rapport à la technique, les enjeux d'industrialisation, puisqu'on a naturalisé ces objets-là, comme s'ils étaient nés, un peu comme quand on regarde les lois sur les embryons humains, comme si les embryons, vous savez, on a légiféré dans tous les pays du monde, on a l'impression qu'ils sont tous nés dans les arbres. Il n'y a rien sur le statut du corps des femmes, rien sur le fait que ces embryons-là sont extraits du corps des femmes. Donc, ça pousse dans les arbres. Puis les objets techniques, moi, je suis tout à fait dans une perspective anthropologique. Les objets industriels n'ont pas, pour moi, le même statut que les autres artefacts humains. Donc là, c'est déjà où je suis... C'est pour ça que je trouve que c'est une prise fascinante, les bio-objets, pour sortir de ce faux débat qui est celui des non-humains. Alexandrine. Merci beaucoup pour cette présentation très, très passionnante. Moi, ce qui m'a interpellée, c'est à un moment où vous dites il semblerait qu'il y ait une grande bureaucratie autour de ces organisations pharmaceutiques et autres, et beaucoup de lois aussi. Mais elle semblerait ne pas avoir d'impact dans la réalité où en fait on peut faire un peu ce qu'on veut au final. Je ne sais pas si vous pouvez un peu approfondir, ça m'a interpellée dans votre présentation. À vrai. On le voit, par exemple, sur les lois de bioéthique en France. Dans le fond, ce qu'elles ont fait, la dernière mouture, parce qu'il y avait un exceptionnalisme français qui est lié à un rapport au vivant différencié, qui est lié à toute une conception du politique et du corps social qui était différente en France. Dans le monde, là, il n'y avait que la France qui résistait. Maintenant, c'est fini. Parce que finalement, la bioéthique française, elle a juste harmonisé les règles de la recherche avec le reste du monde. Donc, chacun des éléments, il n'y a que des comités d'éthique extrêmement pointus où par exemple, pour avoir accès à des cellules souches embryonnaires, là, il y a toute une législation qui s'est mise en place, des protocoles d'accès, des protocoles de recherche, les chercheurs en bio. Donc, ils sont extrêmement standardisés. Mais finalement, quand on regarde sociologiquement, c'est que toute cette standardisation a pour but, pour avouer, puis je ne suis pas non plus dans le dévoilement mais concrètement, ce que ça amène, c'est une acceptabilité sociale. C'est-à-dire qu'on met des garants et on protège, on pose toutes sortes de questions, mais la perspective, c'est l'individu libéral. Donc, c'est toujours à partir d'une éthique libérale dans un contexte économique. Et donc, souvent, même maintenant, ils ne se gênent plus à aller lire les règles de bioéthique. Ils vont dire, dans un contexte de compétition internationale. Voilà. On va mettre plein de protocoles pour protéger l'individu. On ne peut pas faire n'importe quoi avec l'embryon humain. Il faut demander, il faut légiférer, il faut encadrer, il faut faire... J'ai participé à tellement de comités d'éthique sur lesquels j'ai tous démissionné parce que, justement, il n'y a pas de possibilité d'avoir une perspective sociologique dans ces enjeux-là. C'est du juridique et puis des perspectives libérales qui font en sorte que c'est hautement standardisé, très encadré. Les règles d'accès sont très, très, très encadré, mais que finalement, ce que ça amène, c'est qu'il va y avoir un autre objet qui va être né de ça, mais qui va subir le même processus de standardisation qui va finir par être accepté. Par exemple, si on regarde sur CRISPR, vous savez, il y a la convention de Vido dans les années 70 qui est vraiment importante parce que c'était... à cette époque-là, on osait encore interdire. Donc, à cette époque-là, il y avait interdiction de modification des cellules germinales. Cellules germinales, là, c'est les embryons humains. Hein? Donc, et CRISPR, allez voir c'est moratoire
Puis là, on le voit, parce que tout le monde s'est scandalisé de la modification génétique en Chine. Vous savez, il y a eu un enfant qui est né d'une modification, des jumelles qui sont nées d'une modification. Toute la communauté internationale s'est scandalisée. Pourtant, ce chercheur est invité l'année d'après dans un truc à présenter. Et là, toute la juridiction, c'est qu'on a considéré, quand on lit les textes, c'est hallucinant. On a considéré que, parce que c'était pour le HIV, le père était porteur du HIV, et donc on a considéré que c'était pas un motif justifié, que le qu'il n'a pas répondu aux normes de standardisation, de traitement de la recherche. Et donc, on n'est pas en train de dire on n'est pas en train de dire qu'il faut interdire les modifications germinales, on est en train de dire que c'est pas justifié. Ce qui est en train de nous dire que dans 2 ans, dans 3 ans, il y aura une raison qui va nous justifier, donc une maladie rare qu'un individu pourra... Parce que c'est comme ça que fonctionne. Là. Sur les mitochondries, on a permis quand même des enfants à naître avec 3 génomes du fait d'une très, très, très mince partie de la population dans une perspective très libérale. On a mobilisé des chercheurs, on a mobilisé des juristes, tout ça. Mais le résultat, c'est quand même... Et donc, une fois qu'on a ça, et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est extrêmement standardisé. Ce que je vous dis est très, très lourd administrativement au niveau organisationnel. Mais concrètement, c'est lié... ce que ça amène, c'est une adaptabilité sociale, une acceptabilité sociale. Et puis, on ne les voit jamais de façon transversale. Ce que j'ai fait dans ce que j'ai voulu faire comme sociologue dans mon bouquin, on ne le fait jamais. Même en Science Studies, on ne voit jamais de façon transversale. On les voit parce que... Puis finalement, quand on regarde les mitochondries, on finit par dire, pourquoi pas? Dans tel cas, dans tel cas, dans tel cas. Donc, puis, pourquoi pas dans tel cas? Puis, regardez, là, c'est l'histoire. Ce que je vous décris, vous voyez, je l'ai mis tout à l'heure sur les ovocytes. Mais c'est comme ça sur tous les bio-objets. C'est la logique de standardisation. Puis là, finalement, il n'y a rien d'autre à dire que c'est une logique industrielle. Donc, on encadre très, très bien. Puis ensuite, on permet un nouveau produit qu'on va encadrer. Ah, il y a un monsieur derrière. La sociologie, c'est quand même la science des interactions sociales. Oui. Est-ce que vous vous intéressez aux interactions qui existent entre ces bio-objets et leurs potentiels effets pervers à ces interactions, peut-être à l'intérieur des personnes dans lesquelles elles se rencontrent, ces différentes technologies? Je ne sais pas si je suis très clair, mais est-ce qu'on s'intéresse aux interactions sociales qui existent entre ces bio-objets? Est-ce que c'est un sujet ou est-ce qu'on les considère les uns après les autres comme ça? Une sorte de société finalement, ou des groupes, ou des... Je suis pas sûre de comprendre la question, parce que dans le fond, moi, ce qui m'intéresse justement, c'est de montrer à quel point ils sont au cœur des interactions. Quand je dis la civilisation in vitro, c'est un gros mot, c'est un gros terme, c'est une affirmation assez radicale, parce que dans le fond, ce que je dis, c'est qu'il y a une partie importante, de plus en plus, surtout dans les sociétés occidentales, d'enfants qui sont nés de procédés in vitro, des gens qui ont des cellules congelées, qui participent. Donc, c'est partout. Et les interactions sociales, ils sont... Et que même si on ne vient pas, c'est ce que dit Sarah Franklin, qui est une des grandes sociologues de la reproduction, qui nous dit, mais finalement, ça induit tout notre rapport à nous-mêmes, même si on n'est pas dans une perspective de fécondation in vitro, la logique de sélection embryonnaire, parce que là, j'ai même pas eu le temps de parler de toute cette logique-là, c'est que des interactions. Et il y a des enfants. Et là, en ce moment, sur les banques de sperme, on a des mouvements sociaux qui revendiquent, par exemple, le droit à l'identité, le droit à l'identité génétique, donc la levée de l'anonymat. Ça commence à bouger dans nos sociétés parce que... Moi, je ne parlais pas des interactions entre objets et humains, mais entre les objets eux-mêmes, entre les technologies. Est-ce que, par exemple, tout à coup, 2 technologies rentreraient en contradiction les unes avec les autres pour créer des effets totalement inattendus par les acteurs sociaux? Est-ce qu'il n'y a pas des interactions qui existent entre ces objets? Ce qu'on voit, par exemple, c'est la logique industrielle qui a fait que, par exemple, les technologies de procréation ont donné lieu à la médecine régénératrice. Donc là, on est justement dans une qui donne lieu à une autre branche complètement. Donc, cette production infinie. Après, les enjeux, par exemple, les OGM,
Les OGM, ben on le sait, hein, que ça a des effets environnementaux, ça a des effets... Et donc là, on peut le voir. Mais le reste, c'est que c'est tellement invisibilisé. Par exemple, même si qu'on le voit moins, mais c'est-à-dire invisibilisé dans la mesure où s'il n'y a pas d'études, on ne peut pas le savoir. Sur la fécondation in vitro, les effets sur la santé humaine, on n'a pas les données. Donc, on ne peut pas... mais ce qu'on voit, c'est que ce que j'ai essayé de montrer justement dans mon livre, c'est qu'il y a aussi une logique de prolifération de ces bio-objets. Donc, on en crée un qui finalement amène à créer un autre, amène à créer un autre. Les IPS, c'est l'exemple même de cette prolifération-là, parce que les IPS n'existeraient pas s'il n'y avait pas eu la découverte des cellules souches, des lignées de cellules souches embryonnaires en 98. Elles sont nées pour contourner les règlements. Elles sont nées pour aller chercher plus de ressources. Et là, on a créé une entité biologique complètement nouvelle qui quand on s'arrête 5 minutes à penser à ça, ça donne l'angoisse pour de vrai, mais en même temps, c'est quelque chose de difficile à penser. Hein, Et donc là, on a vraiment l'exemple de ce que vous me dites. Pour moi, les IPS, c'est vraiment des objets qui sont créés à partir des autres bio-objets et qui ont été qui est lié à la relation même de ces objets entre eux. Donc là, vous avez une logique de diffusion. Oui. Vous pouvez imaginer des logiques de conflit aussi entre les différentes... Ben, de conflit, Bien, sur les embryons, il y a un conflit entre, par exemple, le statut qui mène à la reproduction et le statut qui mène à l'utilisation pour la recherche. Mais après, les bio-objets, ils sont liés à des utilités sociales, ça ramène toujours à des relations sociales. Excuse-moi, je peux poser juste une question qui me vient. Tu parles beaucoup dans ton livre de l'économie de la promesse et du fait qu'une grande partie de ces bio-objets, en fait, ils sont complètement inutiles et ils ne produisent rien. Oui. Donc, pourtant, tu emploies alors matérialité tout le temps. Moi, j'ai entendu industriel beaucoup. Donc, si on est dans une logique industrielle, on est dans une logique qui rapporte. Alors, donc c'est sur du sable, clairement, ce que tu nous dis, plus ou moins. À part la fécondation in vitro, où quand même 40% de réussite, c'est pas non plus rien du tout. Mais si tu parles de logique industrielle, dans mon monde à moi des organisations, ben, c'est que ça produit quelque chose, et que il y a quelque chose qu'on peut montrer, qu'on peut vendre, qui produit des effets. Et donc je vois une petite contradiction peut-être, mais peut-être que toi tu ne la vois pas, et parce qu'elle n'existe pas, il faudrait que je relise tout le livre. D'un côté, tu parles d'industrie, de standardisation, ça je comprends bien. Projet industriel, donc projet qui produit des choses qui sont marketées, qui sont vendues, et qui existent, d'une certaine façon. Et de l'autre côté, tu as un grand discours de c'est tout du bluff, c'est tout du flan, ça n'existe pas, ça produit rien, et c'est purement chimérique à un certain niveau. Et la machine est emballée, mais elle est emballée sur des choses irréelles. Alors, du coup, l'industrie, c'est jamais sur de l'irréel. Donc, est-ce qu'on peut vraiment utiliser le mot Je vois bien que là, tu es sur l'extraction du vivant. Il y a des logiques industrielles à cause de la congélation, du stockage et de l'hybridation. Mais si on est dans l'économie de la promesse et que tout peut s'effondrer comme la bulle, comme une bonne bulle de la Silicon Valley, comment on peut réconcilier les deux? Ben, la contradiction que tu révèles, elle est réelle. Mais c'est un peu tout le monde sur lequel on vit. Hein. Ça se dit, il y a quelque chose. Mais concrètement, c'est la promesse qui crée parce qu'on est dans les politiques d'innovation, c'est la financiarisation de cette recherche. Et donc, c'est toutes les politiques de la recherche. Et que même si ça ne fonctionne pas, ça ne semble pas déranger. Parce que, vous savez, en thérapie génique, là, on investit des milliards, il n'y a rien qui sort, mais on continue parce que, justement, c'est le principe de la financiarisation de la recherche. Et donc, c'est là aussi, mais on emmagasine ce vivant qui vient nourrir la recherche. Donc, elle devient une base, un matériau pour la recherche. Mais la recherche en tant que telle, vous savez, en nanotechnologie, on a dépensé des milliards en nanomédecine, on n'a rien fait. Je veux dire, on n'a pas encore réglé. Parce que ça ferait longtemps qu'il n'y aurait plus de cancer, plus d'infertilité, plus de maladies sur Terre. Écoutez, ce qu'on nous promet depuis des années, avec les milliards investis, et ça n'a pas d'effet, Mathilde. C'est une bonne question, mais ça n'a pas d'effet sur la continuité de la logique biomédicale et de cette industrialisation-là. Au contraire, ça l'accélère. Ce qu'on voit, c'est que ça l'accélère. Une dernière question, peut-être par Claudine Burton-Jangros. Mais je te donne le... Attends. J'arrive pour que tu... Je rebondis là-dessus parce que, quelque part, ce que ça veut dire, c'est que la matérialité, elle est très évanescente, il n'y a pas grand-chose.
et que c'est les promesses, donc les discours sur ces bio-objets qui leur donnent une réalité. Oui, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la matérialité. Oui, mais justement, la matérialité, elle est finalement relativement peu visible et peu étudiable. Enfin, il y a vraiment ces deux. Oui, mais il y a quand même, ça a une telle place aussi et ça se développe autant à cause des promesses. Ben, tout à fait. Tout à fait. Mais ça induit aussi, d'abord, la matérialité, elle est concrète. C'est-à-dire, ces banques-là, elles participent. C'est pour ça que je dis que c'est la face cachée de l'Anthropocène. C'est que ce n'est pas pris en compte dans les dépenses énergétiques. C'est pas pris en compte quand on parle de la biodiversité. Donc, c'est partout, dans la promesse, dans le discours, mais cette matière-là, elle existe, elle a un effet environnemental, elle a un effet sur notre environnement, elle a un effet sur notre corps. Il faut le voir, on ne le voit pas. C'est pas pris en compte. C'est énorme en termes de dépenses énergétiques, cette industrie. Et c'est ça, merci de me poser la question, parce que ça me permet de le préciser, parce que c'est tellement invisible que ça ressort même pas parce que c'est ça aussi, moi, puis qu'on maîtrise pas aussi. C'est-à-dire que c'est une matière qu'on maîtrise pas. On le voit, par exemple, plus en agriculture. Les gens vont critiquer l'agriculture industrielle pour ses effets sur l'environnement. Jamais l'industrie biomédicale, encore moins les technologies de reproduction. On voit pas ça. Parce que, justement, le discours passe et camoufle la matérialité. Parce que nous sommes des purs esprits, les humains. On n'est pas des mammifères, nous. Donc, c'est toute cette dimension-là qui est cachée au point où ça devient même difficile de le formuler sociologiquement. Donc, je vous remercie, ça me permet de montrer là où il faut que je le fasse ressortir. Attention, Nicolas, petite question. Là, on commence à te connaître. Non, touche pas, parce qu'on ne doit pas toucher. Alors là, très fort. Juste, j'aurais bien, parce qu'on a terminé sur la matérialité face à la promesse, elle a aussi sa matérialité. Elle est justement, elle advient grâce à plein de dispositifs qui ont une réalité, sinon une matérialité en bleu. Voilà. Mais non, revenons sur cette question de matérialité, à nouveau séparée de la symbolisation. Peut-être on ne s'entend pas exactement sur ce que l'on entend, mais c'est la façon d'attribuer des significations à ces différentes à ces entités, que parfois elles sont la même. Parfois c'est l'embryon in vitro pour l'aide médicale à la procréation, au sens un couple qui, comme en France, était autorisé justement à avoir recours parce qu'ils avaient une stérilité, etc., à la différence de la femme seule, cela vient d'échanger justement, et qui ne peut pas avoir, parce que ce n'est pas une maladie. Donc c'était carrément limité au cadre médical et médicalisé, ce qui vient d'échanger avec la nouvelle loi de la bioéthique. Mais les femmes, elles ne vont pas avoir recours à l'in vitro parce qu'elles ont leur propre ovocyte. Donc, ce n'est pas la même question. Non, à la procréation médicalement assistée, je veux dire, donc avec les différentes techniques. Et donc, ce qui m'est frappé, c'est cette matérialité, elle est symbolisée dans différents types de dynamiques, d'interactions. Et j'étais un peu frappé. Le marché est très pressant pour parler de la standardisation, la dimension industrielle, mais il me semble qu'il est un peu absent dans sa dimension des constructions symboliques de certains marchés. Et par exemple, quid par exemple du marché du sang? J'ai été frappé de voir peu de mentions à des entités corporelles, des produits du corps humain, qui ont circulé historiquement, qui ont des marchés, qui sont des marchés reconnus, acceptés, etc., et qui parfois ont des logiques de solidarité, comme en France, le sang, même s'il y a une industrie. Voilà. Donc le marché, d'une part, et l'autre, le droit, il a été aussi invoqué pour le dénoncer comme mécanisme qui garantit la libéralisation et les rapports libéraux. Mais quand même, il y a une diversité des régimes juridiques vis-à-vis de ces entités. Le sang, l'avortement, voilà. Donc pour terminer, quid du coup du marché et du droit dans ces autres facettes qui contribuent à la symbolisation des objets. C'est-à-dire que ça, c'était l'objet de mon livre d'avant.
Dans le corps marché, j'ai parlé tellement du marché de la marchandisation du corps, notamment le sang, notamment à travers le tourisme médical, le marché des organes, le marché des ovocytes, mais d'une perspective vraiment économique. Donc, le corps marché, c'est pour ça que j'en ai pas parlé dans ce livre, parce que c'était le cœur de mon dernier ouvrage. C'est le problème de commencer par la série. Mais c'est cette réflexion sur le corps marché qui m'a amenée à m'intéresser à la matérialité. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas dans ce livre-là. C'est pas parce que je ne m'y suis pas intéressée. Bon, merci beaucoup, Céline. Ben, merci à vous, merci. Et merci pour les questions, l'intérêt, le public qui est venu. Je ne sais pas combien il y avait de personnes peut-être avec nous sur la chaîne YouTube. Et voilà. Donc, bonne rentrée à tous. Oui, bonne rentrée. Et toutes.